prêts à décoller pour la grande randonnée matinale sur la télévision nationale. Mesdames, Messieurs, prenez place et installez-vous confortablement. C'est encore parti pour 120 minutes en notre compagnie. Et comme à notre habitude, nous avons concocté pour vous un programme assez alléchant et diversifié. Au menu donc, on parle handicap et inclusion au Bénin. Nous ferons le point sur les avancées législatives et sociales pour les personnes en situation de handicap, mais aussi sur les défis qui persistent. On parlera également d'initiatives concrètes et d'actions pour une inclusion réelle et durable. Le paludisme reste l'un des principaux risques pour la santé publique au Bénin. Nous mettrons en lumière les signes d'alerte à ne pas négliger, mais aussi les stratégies de prévention efficaces et les bonnes pratiques pour se protéger. Christelle Tongodo a rencontré un expert en la matière. Restez avec nous pour en savoir plus. Et puis, on poursuit notre série d'éducation sur l'utilisation des réseaux sociaux. La chronique éducation aux médias est aujourd'hui consacrée au vol d'identité en ligne. Il s'agit d'une réalité qui fait assez de dégâts, mais grâce au conseil de notre expert dans cette émission, vous pourrez sécuriser vos données et naviguer en toute tranquillité. Mais d'abord, avant tout ceci, c'est l'heure du bulletin d'information présenté par Génial Afouda Moussi Agbouka. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. On ouvre ce bulletin avec une note liée au Conseil des ministres. Wilfried Léandre Roumbédi s'est prononcé sur le déroulement et l'organisation des élections législatives et municipales. Et vous allez le voir, c'est avec des accents plutôt enthousiastes. On le suit. S'agissant des élections législatives et communales du 11 janvier dernier, nous avons observé, comme vous, que sur l'ensemble du territoire national, le processus électoral s'est déroulé dans la paix, dans la quiétude. Les populations sont moyennement sorties parce qu'avec un taux de participation qui s'établit autour de 40%, c'est une participation modérée. On aurait aimé en avoir davantage. Mais je crois que les principales leçons qu'il faut tirer de ce scrutin, c'est d'abord la confiance manifeste que les électeurs ont témoigné aux forces politiques qui soutiennent l'action du gouvernement. Il ne vous aura pas échappé que sur l'ensemble, les partis qui soutiennent le pouvoir, et notamment les deux gros partis, à eux seuls, ont concentré pratiquement 80% des suffrages. Dans un contexte où toutes les forces politiques de la mouvance comme de l'opposition qui étaient qualifiées pour prendre part au scrutin ont pu participer librement, mobiliser leurs électeurs et à l'arrivée, je crois que le peuple béninois, dans sa maturité, a définitivement tranché les débats et les querelles politiques pour indiquer à chacun sa place sur l'échiquier. Qui est première force, qui est deuxième force, qui est troisième, qui a pu réunir les 20% dans toutes les circonscriptions, qui a manqué les 20% dans plus de la moitié des circonscriptions, c'est-à-dire 13 circonscriptions sur 24. Je crois que cela ne fait plus l'homme d'aucun doute que les slogans, les mantras qui sont récités pour se donner de la contenance n'ont pas fait l'effet attendu, mais les populations sont matures et donnent ainsi carte blanche aux forces qui soutiennent l'action du président de la République pour continuer à engager le pays dans cette voie de modernisation, de réformes aussi pertinentes, structurelles, qui transforment notre pays dans son ensemble et commencent à apporter du mieux-être à chacun et à tous, avec l'espoir que cela s'amplifie sur les années à venir. Et au cœur des attentions du gouvernement lors de ce Conseil des ministres, les Vodun Days 2026, le porte-parole s'est fait l'écho de l'exécutif sur l'événement culturel qui révèle d'année en année le Bénin. Mais là également, ça a été un succès franc. Et les chiffres sont au-dessus de ceux de l'année dernière, l'édition 2025. La fréquentation des différents sites sur Ouida a explosé. Donc, on a fait beaucoup mieux que l'année dernière. Et ça a été une fête enthousiaste. On a vu les populations du Bénin venues d'un peu partout du territoire national, mais on a aussi vu les Béninois de la diaspora qui sont rentrés et nombre de touristes qui sont venus se joindre à nous pour participer à cette fête qui devient désormais, et je crois de façon définitive, une signature remarquable du Bénin
dans l'agenda touristique, culturel, international, pour ne pas dire mondial. Et désormais, les gens savent qu'au début du mois de janvier de chaque année, il faut prendre rendez-vous au Bénin parce que ce sera l'endroit où il faut être le moment venu. Et si vous avez été vous-même sur Ouidah, si vous avez poussé votre curiosité à discuter avec les participants, les festivaliers, de toute nationalité, le mot qui revient le plus souvent, c'était la satisfaction, la fierté et puis l'appréciation globale de ce qui s'est fait avec la propreté, avec la discipline des uns et des autres, les forces de sécurité veillant à ce que la quiétude soit garantie, les agents de la SGDS. Et il faut les saluer plus souvent pour le travail remarquable qu'ils font pour garantir la salubrité dans nos villes. Et sur les Vodou Days, ils ont fait également la démonstration de leur savoir-faire et puis tout le reste, tous les artistes, que ce soit les nationaux ou les étrangers qui sont venus prester chez nous. Et le public lui-même, qui malgré le nombre, a été discipliné, a participé à la fête dans la discipline et l'ordre. Je crois que cela signe une nouvelle signature du Bénin, à savoir que nous commençons durablement à faire les choses bien et à les faire avec ordre et rigueur. Nous gagnerions tous à ce que cela se prolonge pour que dans les années à venir, notre pays se distingue encore plus particulièrement, en tout cas sur le continent, comme un pays grand, à tout jamais. Alerte aux faux médicaments, on n'en dira pas assez car le phénomène, oui, persiste. Tenez, rien qu'en 2025, plus de 250 tonnes de médicaments contrefaits ont été saisies. Pour rappeler le danger et appeler à la vigilance, le Conseil de surveillance du sous-secteur pharmaceutique alerte à nouveau. Écoutons la présidente du dit conseil, le docteur Nathalie Migan-Diogo. Elle est au micro de Victorine Bondé et Castel-Mériton. Le Conseil de surveillance du sous-secteur pharmaceutique a été mis en place en septembre 2022 dans le cadre des réformes engagées sous l'impulsion de son Excellence M. Patrice Talon, président de la République, afin de renforcer durablement le système de santé. Le Conseil de surveillance agit comme une instance stratégique de contrôle, d'analyse et de proposition en évaluant la performance et l'efficacité du sous-secteur pharmaceutique afin de formuler des recommandations visant à renforcer sa gouvernance et son efficacité globale. Concrètement, son action s'articule autour de 4 axes majeurs. L'orientation et le contrôle des activités des institutions du sous-secteur, l'exercice du rôle d'instance de recours, la réflexion sur l'évolution du sous-secteur pharmaceutique et la coordination de la lutte contre les faux médicaments. Face aux dangers que représentent les faux médicaments, le Conseil de surveillance tient à rappeler avec insistance que ces produits mettent directement des vies en danger. En effet, ces produits peuvent ne contenir aucun principe actif, rendant le traitement inefficace. Ils peuvent ne contenir qu'une quantité insuffisante de principes actifs, favorisant des complications, ou renfermer des substances toxiques susceptibles de provoquer des maladies graves, voire la mort. Nous invitons donc les populations à faire preuve de vigilance et de responsabilité en se procurant leurs médicaments exclusivement dans les structures pharmaceutiques autorisées et en évitant systématiquement les médicaments vendus dans la rue ou dans des circuits informels. Les mois de décembre et janvier ne ressemblent plus à ce qu'on leur connaissait, souvent marqués par l'harmattan. Eh bien, ces mois sont de plus en plus envahis par des pluies inhabituelles. Un changement que nous explique ici Jules Azoirou. Il est prévisionniste à Météo Bénin. Il en parle au micro de Amandine Adiambossou. Au mois de décembre et de janvier, on devrait déjà constater la présence de l'harmattan dans le sud du Bénin. Sinon, actuellement, dans le nord, l'harmattan y est déjà. Alors, cela s'explique juste par le fait qu'il y a quelque chose que nous appelons le front intertropical. Ce front, au fait, c'est la ligne de confrontation entre les vents du nord et les vents du sud. Donc, s'il arrive que ce front arrive à descendre totalement vers le sud, alors l'harmattan le suit jusqu'au sud. Mais s'il y a de difficultés à descendre, alors le sud aussi a du mal à avoir la présence de l'harmattan. Donc, c'est ce que nous sommes en train de constater depuis le mois de décembre jusqu'à présent. Malgré le retard de l'harmattan, il se pourrait que la saison des pluies qui va venir très prochainement, disons au mois d'avril, soit toujours normale.
Tout comme cela peut connaître un petit retard, ou soit la première pluie peut s'annoncer et qu'on connaît maintenant des pauses pluviométriques. La pluie de décembre ou de janvier que nous constatons très souvent, ça a une explication. Et ce n'est pas pour la première fois que cela se passe. Il s'est creusé au fait une dépression au nord de l'Afrique. Et lorsque cette dépression s'est creusée, il fait un appel d'air humide océanique vers le continent. Alors ça crée juste des orages. Et après, quand nous avons des orages, s'il y a assez d'humidité dans l'orage, alors il va pleuvoir. Nous, en tant que météo, nous aimons plutôt parler de variabilité climatique tout simplement. Et qu'on le veuille ou non, l'harmattan viendra. Parce qu'actuellement, nous voyons déjà son effet dans le zoo. Le mieux pour le paysan, tout comme tout acteur du milieu agricole, c'est d'être plus proche de Météo Bénin au niveau des informations pour pouvoir savoir comment se comporter. Il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter en ce qui concerne ce qui se passe actuellement. Voilà qui est rassurant. Et on en vient à cette petite rétrospective 2025 sur ce qu'a pu déployer le ministère des Enseignements maternels et primaires. Le point, ce sera avec Viti Sahora et Michel Aigué. Résultats encourageants dans l'ensemble. C'est l'appréciation qui ressort du bilan des activités du ministère des Enseignements maternels et primaires au titre de l'année 2025. Les acteurs de ce ministère passent en revue le plan de travail annuel de l'année écoulée. Le taux moyen atteint est de 96,35%, même si la cible de 100% n'a pas été atteinte. Ce résultat marque une nette progression par rapport à la même période de l'année 2024, où ce taux était de 95,43%. Et ce niveau de performance témoigne d'une mobilisation effective des acteurs du sous-secteur à relever les défis liés à l'exécution de leur plan de travail annuel et d'une dynamique opérationnelle soutenue. En ce qui concerne le volet financier des actions inscrites au PTA 2025, on note 86%. Sur une enveloppe globale de 216 milliards 186 617 026 francs CFA, le montant engagé s'élève à 186 milliards 175 66 857 francs CFA. La gouvernance du ministère des Enseignements maternels et primaires s'appuie sur 3 programmes budgétaires: pilotage et soutien aux services, accès, équité et rétention, et qualité des enseignements, apprentissage. Les Vaudondais, a-t-on encore besoin de le dire, ont mis Ouida en ébullition pendant 3 jours. Le monde entier avait convergé vers la cité historique. Et parmi les visiteurs, on peut remarquer particulièrement des afro-descendants pour qui le voyage sur Ouida a une portée plus que symbolique. Ghislain Poguet et Benjamin Dédagnon en ont rencontré quelques-uns sur les différents sites des Vaudondais et surtout au pied du monument, la porte du non-retour. À la porte du non-retour, monument rénové, un rituel particulier se déroule. On a passé par le côté, la porte du non-retour, et on est rentré en criant victoire. En fait, le retour, c'est une victoire. Ils sont de retour chez eux, donc ils sont à la maison. Il y a des gens qui ont fait le test de ADN, qui ont découvert qu'ils sont de la Costa d'Amina. Costa d'Amina, c'est la région du Bénin, Ghana, Nigeria, Côte d'Ivoire e Togo. Nos libertando de toda a opressão sofrida nas mãos dos brancos que nos levaram daqui, levaram os nossos ancestrais daqui e que ainda aqui querem nos oprimir, querem ter o protagonismo e nós não vamos deixar mais. Nós agora somos livres, livres, livres. Depois que nós atravessamos aquele portal, nenhum branco mais coloca a mão em nós. Comme ces Brésiliens, ils sont des centaines d'afro-descendants qui ont foulé la terre de leurs ancêtres noirs. Pour eux, l'occasion est rêvée pour prendre racine dans cette terre. Il faut que ça me grounde. En Haïti, on dit qu'il faut qu'il joue pour permettre à cette énergie de pouvoir se propager. Il faut rester dans la terre, mère, bien debout. On dit bien campé, bien jambe. Pour cet Haïtien, le voyage sur Ouida prend la forme d'un pied de nez fait aux esclavagistes qui ont enlevé ses ancêtres il y a plusieurs siècles. Les colons nous ont envoyés pour qu'on
on ne retourne jamais. Moi, je retourne. C'est ce que je fais aujourd'hui, je fais le contraire des Blancs. Je suis chez moi et je suis fier. Je dis à tous les Béninois, merci de garder le pays en forme pour moi. Je demande à tous les Béninois d'encourager tous les Afros à venir. Parce que c'est un travail, nous avons besoin de reconstruire l'Afrique. Les Vaudondaises, au-delà de la culture et de la spiritualité, se révèlent comme une source de fierté, d'affirmation de ses racines, une occasion de retour de ces afro-descendants qui savent qu'ils sont de cette terre. Le président Talon donne réparation. C'est lui qui vient ouvrir la réparation et la réconciliation de ces afro-descendants se sentir un peu rejetés et oubliés de cette terre natale. Donc aujourd'hui, il y a une réconciliation, il y a une vibration. C'est pour ça que ce n'est pas une gloire personnelle, mais c'est mondial pour chacun d'entre nous qui avons été éparpillés partout dans le monde et sans mère. Donc les orphelins retrouvent leur mère. Ils sont passés sous le monument La Porte du Non-Retour pour dire de façon symbolique qu'ils sont de retour avec le désir ardent de retrouver leurs racines, leur culture et leurs familles originelles. Pour leur retour à la CAN senior de handball, pour les Béninois ont montré du caractère. Une première période compliquée, puis une réaction forte après la pause. Mais hélas, un match perdu au final contre le Maroc. Mais le message est clair, le Bénin est bel et bien de retour. Retrouvons à Kigali Edmond Hungboy et Setonji Metoli, nos envoyés spéciaux au 27e championnat d'Afrique senior, messieurs, de handball. Détermination, résilience, envie de progresser. C'est ainsi qu'on peut résumer la première sortie des Guépards au 27e championnat d'Afrique des nations seniors de handball. Bousculés en première période, Ibrahim Hadi et ses coéquipiers ont su relever la tête après la pause. La première période a été un peu difficile pour nous. C'est une première participation, donc on voulait tellement faire bien qu'on a eu à faire quelques erreurs. Basile Pinto, lucide, conscient des forces et faiblesses de son groupe, a su trouver les mots justes pour relancer Gomina, Ganiou et toute l'équipe béninoise. Résultat, 20 buts inscrits en seconde période, presque le triple de la première période. Très tendu, on n'a pas réussi à se libérer, on n'a pas réussi à mettre en place un petit peu le plan de jeu qu'on a mis en place pendant ces 10 jours. Et la tension a pris le dessus dans plein de domaines. C'est dommage. Score final 52-28, mais au-delà du tableau d'affichage, c'est un retour salué sur la scène continentale. Donc on est content de voir que des pays comme ça se développent et qu'ils nous proposent ils nous ont mis 28 buts, c'est pas rien. Donc mettre 28 buts à un pays comme le Maroc qui est là depuis des années, c'est pas rien. Donc moi j'encourage des pays en développement comme le Bénin, le Rwanda, le Kenya à continuer encore. C'est l'apprentissage du haut niveau. Il faut que ça arrive, que nous sachions où est-ce que nous en sommes, que nous connaissons l'étendue du travail à faire. C'est un travail que nous avons essayé de faire au niveau des clubs. Aujourd'hui, on est assez représentatif au niveau des clubs. Le comité exécutif et moi-même, nous allons nous asseoir maintenant pour réfléchir, pour savoir où est-ce que nous en sommes, qu'est-ce que nous faisons au niveau de l'équipe nationale. Le ministre des Sports, Benoît Dato, est resté au contact de l'équipe depuis Cotonou. Un message fort, chargé d'émotion. On a un très fort soutien du ministre des Sports. La preuve, il s'est déplacé lui-même pour venir jusqu'ici. Il a suivi le match jusqu'au bout. Il est reparti dans les vestiaires pour soutenir les joueurs. C'est la preuve de ce que nous avons compris que le haut niveau ne se lève pas du jour au lendemain. Cap désormais sur le Congo et le Cap Vert. Objectif affiché pour Basile Pinto et ses poulains, finir dans le top 10 continental. Et voilà qui vient mettre un terme à ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Merci à vous, Génial Afouda, Monsi Agboka, de l'avoir présenté. À demain donc, mesdames, messieurs, on poursuit. Bonjour le Bénin, place à présent à la rubrique politique.
Au Bénin, l'inclusion des personnes handicapées est devenue ces dernières années une priorité affichée du gouvernement. Loi, quota d'emploi, aide financière, carte d'égalité. Les initiatives se multiplient pour garantir les droits, l'autonomie et la dignité de tous. Mais au-delà des tests et des annonces, qu'en est-il réellement sur le terrain? Les personnes handicapées ressentent-elles une amélioration concrète? On en parle avec notre invité. Je reçois pour vous Boubacar Yero Bani Samou, directeur de l'inclusion sociale et de la solidarité au ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Alors déjà en tant que directeur, comment évaluez-vous déjà l'évolution des actions menées en faveur de l'inclusion des personnes handicapées au Bénin? Je dirais que c'est une évolution assez positive, pour ne pas dire très accélérée d'ailleurs, qui nous permet aujourd'hui de noter des avancées majeures en matière d'inclusion des personnes handicapées dans notre pays. D'accord. Et justement, quand vous parlez d'avancées majeures, quelles sont ces avancées-là? Qu'est-ce qui a été enregistré? Qu'est-ce qui ressort notamment? Alors, il faut dire que le fond de l'action gouvernementale, c'est de travailler à réduire les inégalités qui, pendant longtemps, ont été couvées et qui n'ont pas permis aux personnes handicapées de continuer à être des acteurs majeurs du développement de notre pays. Et nous savons tous qu'aujourd'hui, il est important que chacun puisse non seulement compter sur la nation, mais que chacun puisse participer au développement de notre pays, donc à la chose publique. Et donc dans ce cadre, il y a un travail de fond qui a été fait d'abord pour renforcer le cadre légal et juridique, permettant de réduire les discriminations, de renforcer les dispositifs permettant d'accompagner, de soutenir les personnes handicapées. Et à côté de cela, il y a tout un travail pour renforcer la stratégie d'accompagnement des personnes handicapées dans des domaines clés. Parce qu'il faut quand même partir du diagnostic que les personnes handicapées ont pendant longtemps eu beaucoup de difficultés en matière d'accessibilité, des difficultés également au niveau de l'éducation, mais surtout au niveau de la formation et de l'emploi. Et donc, la plus grande partie des actions, ça a été surtout d'aller vers des actions assez fortes permettant de réduire justement toutes ces difficultés et de leur donner plus d'opportunités au niveau du pays. Alors, lorsqu'on regarde de près tout ce qui concerne l'amélioration de la mobilité, de l'accessibilité des personnes handicapées, tout de suite, les actions sont allées dans le sens de leur faciliter l'accès au matériel de mobilité, avec des réductions de droits de douane et de TVA qui permettent que désormais les personnes handicapées puissent acquérir ces matériels, y compris les matériaux de fabrication à coût réduit. Et également en ce qui concerne le volet éducation, parce que vous avez pu le constater, très souvent il y a beaucoup qui n'ont pas la chance d'aller à l'école. Lorsque ce n'est pas la faute des parents, c'est parfois l'environnement scolaire qui n'arrive pas à recevoir cette personne handicapée. Donc aujourd'hui, l'environnement a été créé pour permettre que les établissements privés, qui pendant longtemps quand même se sont investis dans l'accompagnement de ces enfants, puissent recevoir le soutien de l'État. C'était très important et donc aujourd'hui, ces établissements reçoivent une subvention annuelle qui peut aller jusqu'à 10 millions de francs CFA pour leur permettre quand même d'améliorer non seulement leurs prestations en termes d'approche pédagogique, mais également en termes de matériel de travail. Et au-delà de cela, c'était également de leur apporter un soutien du point de vue de la formation, du renforcement de capacité des acteurs et pourquoi pas du suivi technique pour leur permettre quand même de garantir la mise en application de tout ce qu'il y a comme réglementation en matière d'éducation. Alors, une fois que les questions d'éducation sont réglées, parce qu'il y a d'autres éléments quand même qui permettent, du point de vue de l'évaluation, de la participation des personnes handicapées aux activités sportives, beaucoup de choses ont également été améliorées, parce que nous savons tous que pendant longtemps, une personne handicapée, quand elle se retrouve en milieu scolaire, vous vous retrouvez avec une dispense, ce qui ne permet pas à la personne handicapée de participer aux activités d'éducation sportive. Donc aujourd'hui, toutes ces questions ont été réglées parce qu'on ne peut pas prétendre aller à des compétitions paralympiques en mettant de côté nos apprenants handicapés. Et donc cette question a été également renforcée pour permettre que progressivement les personnes handicapées puissent exercer les activités sportives, puissent apprendre davantage et aller au-delà du niveau primaire qui pendant longtemps est resté le niveau auquel la majorité ne pouvait pas passer. Alors, la question de la formation également. Au niveau du ministère des Affaires sociales, il y avait déjà des centres de formation professionnelle qui permettaient de former les personnes handicapées dans divers métiers.
Mais aujourd'hui, on donne plus d'opportunités aux personnes handicapées d'aller vers des métiers, des métiers nouveaux, des métiers porteurs. Et avec ces formations, ils sont en mesure désormais d'aller vers l'entrepreneuriat. Parce que la question de l'emploi, elle est cruciale, hein. La majorité se retrouve à un âge adulte, parfois sans compétence ou avec une petite compétence, mais pour laquelle, une petite compétence qu'ils ont du mal à exercer en fait parce qu'ils n'ont pas souvent les ressources. Et donc pour régler les questions d'emploi de façon globale, il y a eu 3 actions fortes. Ouais. Une première action qui allait dans le sens déjà de renforcer la prise en compte des personnes handicapées dans l'emploi public. Et donc à ce niveau, désormais l'État accorde 5% des places mises au concours pour les personnes handicapées et cette mesure, elle est déjà exécutoire depuis 2023. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à une 50aine de personnes handicapées qui ont été recrutées dans divers ministères, que ce soit les finances, que ce soit les affaires sociales récemment d'ailleurs, l'agriculture également. De 2023 à ce jour. Oui, nous avons une 50aine déjà qui sont recrutés et très bientôt les tout derniers qui ont été recrutés vont prendre service. Et au-delà du quota de 5%, c'est qu'il y a une mesure en dessous également qui est très favorable, c'est le fait de leur accorder une marge de 5% en fait. Si vous voulez dire une marge de 5 ans d'âge. 5 ans d'âge. 5 ans d'âge. Ça veut dire quoi? La participation aux différents concours, il y a une limitation d'âge. Pour les personnes handicapées, au-delà de cette limitation d'âge, il y a 5 ans qui leur sont majorés pour leur permettre quand même de rattraper plus ou moins les écarts parce que le constat est que la majorité, ils accusent un peu de retard au niveau scolaire, au niveau académique. Et donc, au moment d'accéder à l'emploi, l'État a décidé de leur faire quand même, de leur accorder cette particularité. Alors, en dehors du volet emploi public, puisque tout le monde ne peut pas être dans l'emploi public, on a décidé également là d'encourager les entrepreneurs qui emploient les personnes handicapées. Et là, il y a le paiement de la part patronale de ces entreprises qui est assuré par l'État désormais pour les encourager à recruter, mais surtout à maintenir les personnes handicapées au sein de leur personnel. Et le dernier volet, c'est surtout au niveau de l'emploi. Privé, si vous voulez, l'entrepreneuriat des personnes handicapées elles-mêmes, c'est-à-dire les encourager à développer eux-mêmes des activités génératrices de revenus, mais également de petites entreprises leur permettant de s'insérer progressivement dans la vie socio-économique. Et à ce niveau, il y a 2 éléments phares. Premièrement, c'est de leur accorder des frais d'installation ou de mise en place de leurs petites entreprises, et c'est des frais non remboursables, qui peuvent aller de 20 à 60% du montant qu'ils sollicitent. Et au-delà de cela, deuxième aspect, c'est de leur accorder un crédit spécifique qui est dénommé crédit inclusion et qui est désormais développé par le Fonds national de la microfinance, et permettant ainsi aux personnes handicapées qui ont déjà bénéficié de l'appui de l'État en frais d'installation de pouvoir renforcer leur capital en accédant à ces crédits. Alors, si aujourd'hui on fait un petit bilan en ce qui concerne ce volet, nous avons 266 personnes handicapées qui sont en cours d'accompagnement. Je dis en cours d'accompagnement parce qu'il y en a qui ont déjà reçu les fonds d'installation et il y en a qui sont en train de recevoir parce que la solution de paiement qui a été adoptée est une solution de paiement qui permet qu'au-delà de recevoir les frais d'installation, ils puissent aller, pourquoi pas, vers l'obtention de crédit. Et donc, il était nécessaire qu'on puisse leur créer une historique de compte pour qu'ils puissent accéder à ces crédits à taux bonifié, puisque c'est de cela qu'il s'agit, des crédits à taux bonifié avec le moins d'exigences possible en termes de garantie et autres. Donc aujourd'hui, le dispositif permet d'aller du Fonds national de la microfinance vers les institutions de microfinance qui portent ce dossier. Et nous avons principalement 2 institutions de microfinance actuellement qui nous accompagnent. Il s'agit de Africa Finance et de MSFP, donc qui désormais développent ce produit en appui au Fonds national de la microfinance. Et nous espérons bientôt qu'il y aura d'autres institutions de microfinance qui vont nous accompagner pour que la couverture géographique à l'échelle nationale puisse favoriser l'accessibilité des personnes handicapées à ces différents accompagnements que l'État a décidé de leur accorder. Autant d'initiatives et on va rester sur le dernier aspect en ce qui concerne le crédit. Est-ce que vous remarquez une effectivité? Est-ce qu'il y a un impact qui se ressent au sein de ces personnes handicapées? Alors, à l'étape où nous sommes actuellement, c'est déjà la mise en place de tout ce qui concerne les frais d'installation non remboursables. Et donc, l'étape des crédits, ça va suivre parce que c'est la personne handicapée qui décide si elle a besoin
ce crédit voilà, parce qu'il y a quand même de petites conditions de remboursement puisqu'il s'agit des ressources publiques, il faut bien pouvoir rembourser et il faut bien pouvoir utiliser à bon escient. Donc le second volet est également, en tout cas tout est mis en place, mais nous attendons qu'ils puissent démarrer leurs activités et donc leur donner l'opportunité de pouvoir les accompagner. Et vous avez également mis l'accent sur l'éducation justement et la formation. Oui, sur le volet éducation, la plupart des établissements qui aujourd'hui accompagnent l'État dans la formation et dans l'éducation des personnes handicapées reçoivent une subvention, je l'avais dit tantôt, et si nous faisons le point, nous avons les 16 premiers établissements, puisque c'est cette année que cette mesure est devenue exécutoire, donc nous avons les 16 premiers établissements qui ont été sélectionnés et qui reçoivent de façon globale un montant de 100 millions de francs CFA. Je pense que le plus petit montant, c'est 4 millions et le plus gros montant tourne autour de 10 millions pour les établissements et nous espérons vivement qu'avec ces ressources, ils vont pouvoir vraiment améliorer l'environnement de formation des enfants et donc leur donner plus de chances parce que espérer avoir des personnes qui contribuent à la vie publique, au développement de la nation, c'est quand même d'avoir des personnes déjà en amont bien formées, des personnes bien éduquées qui comprennent l'essentiel et qui donc participent de façon optimale à la mise en place de ce qu'il faut pour le pays. Et revenons justement à l'insertion de ces personnes handicapées au sein de la fonction publique, etc. Il y aurait un problème d'accessibilité qui pourrait être un frein. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est pensé dans ce sens-là? Les personnes handicapées n'ont pas forcément les mêmes aptitudes pour accéder à certains bâtiments. Alors, la question de l'inclusion, c'est une question qui est entière, hein, parce que au fur et à mesure que les préoccupations sont réglées, il y a d'autres problèmes qui se posent. Moi, je parle beaucoup plus en termes de besoins. Donc, au fur et à mesure que nous mettons en place des dispositifs pour les accompagner, il y a de nouveaux défis qui apparaissent. Aujourd'hui, pour ceux qui ont été recrutés, par exemple, au niveau de la fonction publique, ce qui est clair, il y a des questions d'organisation du travail, des questions d'ergonomie qu'il faut régler. Et donc, au fur et à mesure, je pense que les dispositions sont en train d'être prises avec le ministère de la fonction publique et les responsables des ressources humaines des ministères sectoriels pour non seulement faciliter leur accès, mais également leur trouver le matériel de travail adapté et pourquoi pas les accompagner dans leur insertion au sein du personnel. Je pense que de façon progressive, cela va se faire. Et il y a déjà un certain nombre que nous avons rencontrés d'ailleurs récemment dans une petite séance de coaching pour les aider déjà à comprendre l'essentiel en ce qui concerne la fonction publique, l'administration publique, mais surtout toutes les questions liées à la déontologie dans l'administration publique. Et donc nous pensons quand même qu'ils ont le mental assez fort, ils sont assez engagés et ce serait un élément essentiel pour ne pas dire déterminant dans leur insertion au niveau de ce secteur public. Et justement, toutes ces opportunités que vous offrez, que le ministère, le gouvernement offre, est-ce qu'il y a un travail de sensibilisation peut-être qui est fait pour davantage porter l'information et toucher le plus de personnes handicapées possible? Alors, le ministère des Affaires sociales dispose de beaucoup de structures, que ce soit au niveau départemental, mais également au niveau opérationnel. Nous avons les guichets uniques de protection sociale qui font un travail formidable d'information et de sensibilisation des cibles parce que les personnes handicapées sont très organisées. Elles ont une fédération, la Fédération des associations des personnes handicapées, des réseaux départementaux qui permettent quand même en quelque sorte de diffuser l'information et de fédérer les différents besoins. Et donc, ce travail d'information se fait, mais au-delà, il y a un travail d'accompagnement qui permet qu'ils puissent les aider à monter les différents dossiers, à produire les différentes pièces, à les orienter vers les services essentiels pour leur permettre quand même de pouvoir produire le nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, pour accéder à ces différents services, les personnes handicapées ont besoin de la carte d'égalité des chances, qui est une pièce maîtresse. Et c'est vrai qu'on a fait un petit moratoire d'environ 3 ans pour que cela soit exécutoire, mais tout au moins, toutes les demandes qui ont pu être étudiées ont été accompagnées d'une demande de carte d'égalité des chances que nous sommes en train de produire. Il y a déjà une première production de 2055 cartes qui ont été distribuées et actuellement nous avons 5000 cartes qui sont en cours de production avec l'appui de l'ANIP. Et donc l'ensemble de ces dossiers, que ce soit pour la carte d'égalité des chances, mais également que ce soit pour l'accompagnement en entrepreneuriat et autres, ça se fait au niveau des guichets uniques de protection sociale. Et donc tout le travail de sensibilisation et d'information se fait avec ces structures et nous apprécions fortement le niveau d'implication quand même des associations des personnes handicapées et de certaines organisations de la société civile qui portent à cœur
l'inclusion des personnes handicapées. Est-ce qu'il y a, à part tout ce qui a été déjà mis en œuvre, est-ce qu'il y a d'autres défis qui vous attendent dans la maison? Bien évidemment, hein, les défis, ça ne manque pas parce que nous avons quand même l'ambition de faire en sorte que les personnes handicapées se sentent vraiment des citoyens à part entière. Et ce défi, il ne peut être relevé que dans le temps. Aujourd'hui, nous avons des résultats assez satisfaisants, mais nous avons conscience qu'il faut continuer à renforcer les dispositifs pour avoir le plus grand nombre, mais également pour améliorer la qualité des services que nous leur offrons. C'est vrai, aujourd'hui, nous voulons appuyer les personnes handicapées, mais les expériences dans le pays montrent déjà qu'il y a toujours des risques quand vous mettez des ressources à la disposition des personnes, qu'elles ne produisent pas ce qui est prévu et qu'elles continuent de rester dans la même précarité. Donc aujourd'hui, notre rôle, c'est de faire en sorte que la précarité dans laquelle la majorité se trouve, que cette précarité puisse vraiment, je dirais, disparaître s'il le faut, pourquoi pas, qu'on puisse vraiment améliorer durablement leurs conditions de vie. C'est ce que nous recherchons. Ce n'est pas vraiment de donner des petits sous, 2 jours, 3 jours, non. C'est de leur donner un capital vraiment consistant, leur permettant de mettre en place une unité de production durable. Et nous estimons quand même avec ça que petit à petit, notre pays va pouvoir améliorer son empreinte sociale et donc rester parmi les pays les plus en avance sur la question de l'inclusion. Aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, je pense que le Bénin a mené les actions assez plausibles permettant quand même d'apprécier son niveau d'inclusion. D'accord, et justement, on va parler peut-être de l'aspect moral ou psychologique de ces principaux concernés, là, les personnes handicapées, en ayant toutes ces améliorations, toutes ces opportunités. Est-ce que vous sentez peut-être une paix ou une certaine assurance dans leur rang désormais? Bon, en attendant que les spécialistes de la question s'y mettent, nous espérons vivement. Nous avons quand même des contacts de départ parce que ça fait quelques années que nous travaillons sur la question. Nous savons dans quelles conditions nous sommes partis. Et rien qu'à voir le niveau de collaboration, le niveau, si vous voulez, de contact, la qualité des échanges que nous avons, le niveau d'implication des acteurs, tout ce qu'il y a comme énergie qui se fédère aujourd'hui autour de l'inclusion, nous sentons quand même qu'il y a une certaine, si vous voulez, une certaine appréciation positive des actions qui sont menées à l'endroit des personnes handicapées. Et c'est surtout le côté adapté de la chose, parce que c'est sur la base de la demande des personnes handicapées, parce que tout ce travail qui a été fait de façon inclusive avec la participation des personnes handicapées. Et donc, vous travaillez en collaboration avec les fédérations? Avec les fédérations, les différentes associations. Et donc, naturellement, il y a quand même un niveau d'adhésion assez élevé de l'ensemble des réformes qui ont été opérées. Et nous sentons davantage encore plus d'engagement pour que ceux qui aujourd'hui reçoivent l'appui de l'État, que ce soit au niveau des écoles, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat, que ceux-là puissent continuer quand même à donner l'exemple, parce que c'est important pour nous de voir que ceux qui ont pu démarrer en premier réussissent. Et donc cela permet de continuer à renforcer notre investissement pour cette cible-là. D'accord. En tout cas, l'engagement, elle est là, la cause, elle est noble. Est-ce que vous pensez qu'on peut disposer des moyens qu'il faut pour, un tant soit peu, à défaut d'éradiquer, en tout cas, mettre à l'abri le maximum de personnes handicapées ici au Bénin? Je pense que l'État n'a jamais mis autant de moyens pour les questions d'inclusion. Je le dis, je laisse tout ce qui concerne les budgets des structures qui accompagnent les personnes handicapées de façon directe. Il y a un minimum de 500 millions qui est investi désormais chaque année de façon directe pour les personnes handicapées, c'est-à-dire ce qui va pour appuyer. Il ne s'agit pas des frais de fonctionnement, non. Il s'agit de ce qui va directement vraiment pour les personnes handicapées. Et donc, pour nous, on peut toujours continuer à faire le plaidoyer pour renforcer ces ressources, mais c'est déjà très important. Et aujourd'hui, quand on regarde la nature des investissements que la majorité des personnes handicapées a décidé de faire, nous sentons quand même que certains secteurs vont s'améliorer. Je regarde le secteur de l'agriculture, le secteur de l'élevage. Il y en a beaucoup qui ont décidé de mener des activités dans ce domaine, y compris même dans le domaine des métiers. Celles qui avaient peut-être des formations qualifiantes, certifiantes, qui aujourd'hui disposent de ressources pour pouvoir développer leurs compétences et donc offrir des services à la communauté. Nous sentons quand même que de plus en plus, le regard va continuer à s'améliorer sur les personnes handicapées et pourquoi pas à leur niveau également, que si vous voulez, il y aura quand même un regain
un regain d'engagement, un regain de responsabilité qui va leur permettre désormais de pouvoir pleinement participer à la chose publique. Et au-delà justement des moyens que vous offrez, il y a d'autres initiatives, des centres peut-être inopinés sur le terrain, des rencontres, des sortes d'accompagnement, des célébrations justement en collaboration avec le ministère des Affaires sociales. On a envie de se demander pourquoi cet intérêt pour cette couche de la population. Il faut dire que de façon globale, l'État s'intéresse à l'ensemble des populations, à l'ensemble de ses concitoyens. Et les personnes handicapées sont restées quand même un maillon plus ou moins faible en termes de soutien pendant des années. Et cela a renforcé les discriminations à l'égard de cette catégorie de personnes. Cela a augmenté le niveau de frustration pendant longtemps au niveau de ces personnes, ce qui donne parfois, permettez-moi de le dire comme ça, l'impression que les personnes handicapées ont tendance à être belliqueuses, elles ont tendance à se révolter, mais la réalité, c'est le sentiment du mépris, c'est le sentiment de l'exclusion qui pendant longtemps a été couvé, qui a créé cette situation. Et je crois qu'aujourd'hui, de plus en plus, nous continuons à faire en sorte qu'elles se fassent confiance, qu'elles puissent rester dans l'espace public en étant très à l'aise, qu'elles puissent être impliquées dans la majorité des activités, déjà même des organisations de la société civile, mais également de l'État. Et donc, petit à petit et progressivement, nous ressentons quand même que les personnes handicapées sont en train de prendre leur place. Et j'ose croire que pendant les quelques années qui viennent, qu'à travers les initiatives entrepreneuriales qui seront développées, que davantage cette confiance sera renforcée pour que le gouvernement béninois puisse quand même être, si vous voulez, que les décisions du gouvernement puissent être appréciées à sa juste valeur. En tout cas, on vous le souhaite. Peut-être pour finir, est-ce que vous avez un message à porter? Mon message, c'est franchement d'exhorter ici même les personnes handicapées, les tout premiers qui bénéficient de l'aide de l'État, de faire en sorte que tout ce qui aura été mis à leur disposition soit utilisé à bon escient. Que les investissements qu'ils ont décidé de faire, qu'ils fassent ces investissements pour ce qu'ils ont réellement prévu comme projet. Que les responsables des établissements qui ont reçu l'appui de l'État puissent véritablement continuer à renforcer leur contribution pour l'éducation et la formation de nos apprenants handicapés. Et je pense que d'ici quelques années, nous ferons encore un bilan bien plus positif sur la question. On l'espère. Merci beaucoup, monsieur Boubacar Yero Bani Samou. Je rappelle que vous êtes directeur de l'inclusion sociale et de la solidarité au ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Mesdames, messieurs, cette émission se poursuit. On va marquer une courte pause et on revient pour événements à la une. Place donc à événements à la une. Patrick et ses invités sont déjà installés. Patrick Diossou, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Jennifer Sachivi. Comment allez-vous ce matin? Très bien, on est en pleine forme parce qu'il y a deux grands événements qui viennent bientôt, des événements qui vont attirer toutes les attentions, qui vont mobiliser toutes les attentions. Le premier événement, c'est le 14 février 2026. Le 14 février 2026, le jour de la Saint-Valentin. Le jour de la Saint-Valentin. Et le 14 février pour 2026 sera un samedi. Donc, ça va commencer déjà le 13 février, on va en parler tout à l'heure. Bien sûr. Et le 8 mars, nous on annonce déjà ces deux grands événements. Le 8 mars sera un dimanche, ça va commencer dès le 8 mars ou bien avant le 8 mars. Et ça va continuer même au-delà du 8 mars. Le mois de mars, c'est le mois de la femme, Jennifer. Absolument. C'est le mois consacré à la femme. Et on va en parler. Donc, nous on commence déjà les événements là maintenant. Dès ici et maintenant. Et pour pouvoir en parler, nous recevons deux personnes qui vont parler de deux événements qui sont à cheval sur les deux grands événements-là. Ils vont en parler, la première personne, voilà, courtoisie oblige, je voudrais commencer par la dame. Merci beaucoup, oui. Puisqu'il s'agit du mois de mars de toute façon. Alors, elle s'appelle Tatiana Sessou. C'est Diossou et Sessou. Et puis, la troisième personne est Dossou. Ça fait Soussou. Oui. Alors, Tatiana, elle est hôtesse.
mais elle n'est pas simplement hôtesse, elle est directrice exécutive de l'Or Event. Et le directeur général de l'Or Event est là, c'est Stan Delors. Oui, Stan Delors. Un nom qui est connu. Un nom qui est très connu. Stanislas Dossou. Je parlais de Sessou, Dossou et puis Djossou. On parlera de Sachivisou. Cette fois-ci, je suis un peu écarté. Bon. Donc voilà, ces deux personnes vont nous parler de deux événements. Mais de manière chronologique, on commence d'abord par l'événement qui tourne autour du 14 février. C'est un événement qui va permettre de retrouver Stan Delors avec son équipe dans la nuit du 13 au 14 février. Oui, Stan Delors, comment ça va se passer? Cette nuit-là, on a parlé de One Man Show. Non, ce n'est pas One Man Show. C'est New Number One. Ah, New Number One, voilà. Alors, bonjour Patrick, bonjour chers téléspectateurs. C'est un plaisir de me retrouver sur ce plateau. Et le plaisir est toujours renouvelé quand je me retrouve à la maison. Oui, je rappelle que Stan Delors est animateur culturel, il est journaliste, il est dans l'événementiel depuis des lustres. Depuis des lustres, ça fait déjà une vingtaine d'années. Bien sûr, ça fait une vingtaine d'années. Oui, ça passe vite, hein? 25 ans. Bien sûr. Waouh. Bon, quand on le regarde, ça on ne le dirait pas. Oui. Alors, on parlait du 13 au 14 février. Et comme vous l'avez si bien dit, en février, précisément le 14, nous célébrons l'amour, donc la Saint-Valentin. Oui. Et nous, précisément dans la commune de Canavi, à Rouedo, un point reculé, nous avons décidé de célébrer aussi l'amour. Et ça va se passer le 13 à New Number One. New Number One, c'est un cadre qui reçoit des événements, c'est un bar, c'est un restaurant. Et au cours donc de cette soirée, les couples, les personnes qui se sentent amoureuses vont se retrouver autour d'un dîner de gala où nous allons parler amour, nous allons faire des déclamations, on va faire du karaoké, on va faire des prestations artistiques, on va suivre de l'ambiance live, tout ceci en amour. Et de toute façon, parler amour avec grand A. Oui, et ambiance live, je vous assure, ce n'est pas, bon, quand on dit playback chez nous, ça fait un peu une impression que ce n'est pas du live. C'est vraiment du live qui sera fait, ce n'est pas du playback, du live. J'ai assisté déjà à une activité de l'or sur ce point. Alors, Tatiana, comment ça va se passer du côté des hôtesses? Parce que je rappelle, vous êtes hôtesse, mais vous êtes aussi la directrice. Oui. Alors, bonjour chers téléspectateurs. Je suis ravie d'être l'invitée. Le plaisir est nôtre. Oui. Sur le plateau de Bonjour les Bénins. Alors, la nuit des hôtesses, c'est l'événement phare de l'agence de l'Or Event. Oui, la nuit des hôtesses, ça c'est en mars. Si. Oui, mais on parle d'abord du 14 février. Du 14 vous serez peut-être active également. Comment ça va se passer? Oui. Le 14 février, vous êtes hôtesse, donc vous allez participer aussi. Si. Oui. Nous allons déployer des hôtesses qui vont accueillir et installer les invités. Oui. Bon, ce qui est sûr, l'ambiance sera au top. Au top. Oui. Alors, Delors, oui, lorsqu'on parle d'événements ou d'événementiel, vous avez commencé il y a un bon bout de temps. Je disais, une vingtaine d'années, ça fait 25 ans. Comment ça a commencé? Comment ça a débuté? Dites-nous rapidement avant qu'on aille sur le deuxième événement. Ben, il faut déjà dire que pour moi, j'ai toujours une passion depuis les bancs pour l'organisation des événements. Même depuis les bancs, on organisait des événements dans les
écoles publiques. On utilisait des journées culturelles. Des journées culturelles, on animait des journées culturelles. Nous-mêmes, on se mettait dans la peau de promoteurs d'événements et avec nos maigres moyens dans le temps. Je me rappelle très bien, on avait organisé un spectacle à l'école primaire publique de Zogbo où on a rassemblé des pneus pour en faire un podium, puisque c'était les moyens que nous avions en notre temps, et ça marchait. Et après, on est rentré dans la vie active, on a commencé par organiser des événements. En dehors de la nuit des hôtesses dont on va parler de fond en comble tout à l'heure, on a à notre actif un événement qu'on appelait la Toussaint des artistes. La Toussaint des artistes, c'était un événement que nous organisons et les artistes vivants nous aidaient à revisiter le répertoire des artistes défunts. Un artiste vient, par exemple, sur scène et interprète un morceau d'un artiste défunt. Et ça se faisait le 31 juillet, la veille de la Toussaint. Donc, c'est autant d'événements que nous organisons. Mais au-delà de tout ça, nous avons, vu que c'est une agence qui est dans l'événementiel, nous avons des promoteurs d'événements qui nous appellent pour accompagner leur événement, pour faire des prestations clés sur leurs événements, soit c'est de la sonorisation qu'on déploie, soit c'est des lumières, soit c'est le tout, podium, sono, lumière, des hôtesses que nous déployons sur ces événements. Oui, et c'est ça qui a donné cette idée de nuit des hôtesses. Oui, une idée qui a fait son bout de chemin. Nous sommes bientôt à la 13e édition, bien sûr. 13e édition. Donc ça fait 13 ans ou 14 ans. Nous avons commencé en 2014, la toute première édition. Il faut dire que pour la nuit des hôtesses spécialement, l'idée est venue parce qu'on s'est dit, au cours d'une année, pendant 365 jours, les hôtesses sont sollicitées sur des événements pour accueillir, orienter, installer les invités, mais elles aussi, elles méritent un jour pour se divertir. Et donc, c'est pour cela que nous avons décidé, en mars 2014, de leur réserver une journée pendant l'année pour qu'elles puissent se divertir. Et ça avait commencé autour de la piscine du Stade de l'Amitié, qui n'existe plus aujourd'hui. Au cours de la deuxième édition qui s'est déroulée à Magic Land, qui n'existe plus aujourd'hui aussi, nous avons, en dehors du fait qu'il faut se rassembler, festoyer, nous avons intégré à ce programme une compétition entre les hôtesses pour qu'elles puissent se challenger, pour se perfectionner. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et au fil du temps, nous avons perfectionné les choses. Et pendant la célébration de la nuit des hôtesses, désormais, nous avons plusieurs tableaux qui permettent à ceux qui se déplacent pour venir voir les hôtesses de découvrir comment est-ce que le métier s'exerce, comment est-ce qu'une hôtesse peut déjà, à l'entrée d'une salle, accueillir un invité, l'orienter, ensuite l'installer et après, dès que l'invité a besoin d'une information, l'informer également. Et donc, au bout du rouleau, chaque édition, on choisit une reine des hôtesses, ces deux princesses, la première princesse et la deuxième princesse, et le roi des hôtes, son prince, ses princes, je veux dire, son premier prince et deuxième prince. Alors, donc, il ne s'agit pas exclusivement des hôtesses, il s'agit des hôtesses et des hôtes. Hein. Bon, il faut dire que les hôtes sont rentrés dedans il n'y a pas très longtemps. D'accord. Parce que, les hommes se sont montrés un peu jaloux. Oui, quand même. Mais nous aussi, nous présentons. Il s'agit de discrimination positive, quelque part. C'était en 2019 que finalement nous avons fait la toute première édition de la nuit des hôtes et hôtesses. Sinon que depuis 2014 à 2018, c'était la nuit des hôtesses, tout simplement. Et après, les autres aussi se sont ajoutés. Oui, il y a eu quelque chose qui a retenu mon attention. Le challenge qui a fait que ce n'est plus hôtesse, sois belle et tais-toi. Absolument. Mais sois belle, fais-toi éloquente et élégante. Absolument. Oui. Alors, Tatiana, on revient maintenant à vous. Comment c'est parti, cette idée de participer à une nuit des hôtesses ou d'être hôtesse? Vous avez eu l'idée comment?
on vous a choisi au hasard comme ça, vous êtes entré dans le milieu comme ça ou bien c'est depuis votre enfance? Bon, le métier d'hôtesse, j'ai un amour particulier pour ça. Avant, quand je suis devant la télé, je voyais les hôtesses passer, je me disais, est-ce que ça allait se réaliser un jour? Oui. C'est un rêve, devenu réalité. Un rêve devenu réalité. Et puis quand ça a commencé, à quelle année? C'est toujours avec Delors Events ou bien bien avant? Bien avant Delors Events, mais je vais remercier mon PDG parce qu'il m'a soutenu. Oui. Parce que quand j'avais commencé, je ne me suis pas trop investie dedans. OK. Et surtout avec cette idée, les parents qui m'ont dit, toi tu iras te présenter devant des gens, C'est ça, parce qu'ils se disaient que ce n'était pas un métier cohérent pour une femme. Et justement, qu'est-ce qui a poussé, je ne sais pas, Stan Delors à vouloir mettre en valeur, je dirais, ce corps de métier-là qui n'est pas toujours, je dirais, jugé à sa juste valeur? Merci beaucoup pour cette question. Il faut dire que le commun des mortels porte un autre regard sur les hôtesses. On pense que c'est en griffe des femmes faciles. Je ne voulais pas sortir le mot. Mais malheureusement, c'est la réalité. C'est le regard que le commun des mortels porte sur ces femmes qui exercent ce métier. Et ils pensent même que ce n'est pas un métier. Mais moi, je dis c'est bel et bien un métier. Quelqu'un qui a une passion pour le service d'accueil peut facilement s'en sortir parce que s'il exerce bien, il sera bien rémunéré et il pourra bien s'en sortir. Et donc, du coup, vu que la plupart, c'est pratiquement la dernière minute qu'on se rappelle que, on a besoin des gens pour nous aider à installer nos invités. On a fini d'abord de faire le budget. C'est après qu'on se dit, OK, est-ce que vous pouvez nous trouver des filles pour... Et là, pour parler de la rémunération, on trouve que, c'est juste pour installer. Et en dehors de ça, ceux qui les voient debout en train d'installer les invités pensent que, après, on pourra les avoir pour autre chose. Alors que c'est des personnes qui ont étudié et qui savent le faire. Chez nous, par exemple, nous organisons des masterclass régulièrement pour pouvoir les renforcer dans la capacité à être plus professionnel. Voilà, de mieux accompagner les invités sur les événements. Imaginez quelqu'un qui vient sur un événement qui est mal accueilli. Certainement qu'il sera fâché. Et quand il est fâché, il peut décider de rentrer chez lui. Et si cette personne avait un rôle important à jouer sur cet événement, ça veut dire que l'événement a pris un coup. Donc, il est important aujourd'hui que les promoteurs d'événements ou tous ceux qui organisent des événements sachent que les hôtesses jouent un rôle éminemment important sur un événement. Et donc, il est important aujourd'hui de comprendre que dès que j'ai un événement, je veux commencer par faire mon budget, il faudra réserver une ligne pour les hôtesses parce qu'elles y jouent un rôle important. Et Tatiana, est-ce que ce métier-là, vous l'avez dit, vous l'aimez, est-ce que ces cours de renforcement vous ont permis d'être un peu plus professionnel de la chose? Si. D'accord. Ça m'a permis d'être un peu plus professionnel. Avant, je ne savais pas que d'abord, avant d'accueillir, il faut sourire. Absolument. Voilà. Donc, c'est à travers ces cours de renforcement que j'ai su que le sourire est important. Essentiel. La première arme. Sourire et sourire. En espérant que le sourire ne soit pas considéré comme, Stan l'a dit, par certains comme un appel, un pied d'appel. OK. Mais on va... je crois, Jennifer, on va revenir sur cette idée d'hôtesse, d'hôte, et certainement avec portrait dans cette émission, ils vont revenir sur le sujet d'hôte, hôtesse. Mais allons sur cette 13e édition de la Nuit des hôtesses pour 2026. Qu'est-ce qui va se passer à cette édition?
Déjà, il faut préciser que ça va se passer le 21 mars 2026. 21 mars 2026, c'est la date retenue cette année pour la 13e édition de la Nuit des hôtes et hôtesses. Et ça va se passer dans la salle des fêtes Espace O, qui est à Fitch-Rosset, Calvaire. Et donc, au cours de cette soirée, ce sera une soirée dînatoire, naturellement. Et au cours de cette soirée, les hôtesses auront, à travers plusieurs tableaux, montré de quoi elles sont capables, comment est-ce que le métier se passe. Il y aura d'abord une parade d'ouverture où on va présenter officiellement les candidates aux invités. Et ensuite, il y aura un tableau où chaque hôtesse va simuler un invité qu'elle est en train d'installer. Et après, on va jauger également l'intelligence, la beauté intellectuelle de chaque hôtesse qui viendra développer un thème, parce que certes, vous êtes belle, élégante et tout, mais il faudrait quand même que vous soyez aussi éloquente et que vous soyez en mesure de pouvoir très bien parler français pour pouvoir installer nos invités. Et donc, après cette phase, le jury va délibérer et nous allons choisir la reine de la soirée et ses princesses. Et c'est pareil également pour les autres. Ils vont faire la même chose. Et au bout du rouleau, nous allons choisir le roi de la soirée et ses princes. Il faut dire que depuis que ça a commencé, il y a des lots que nous donnons à ces lauréats et lauréates. Il y en a qui ont déjà reçu des parcelles, il y en a qui ont déjà reçu... Bien sûr. Ah oui, quand même. Il y a des reines, des hôtesses qui sont... Ou il y a des hôtesses qui sont devenues propriétaires à travers la Nuit des hôtesses, propriétaires de parcelles à travers la Nuit des hôtesses. Il y a des hôtesses qui sont devenues propriétaires de motos à travers la Nuit des hôtesses. Et en dehors de ça, il y a des lots intermédiaires que nous donnons à ces lauréats. Donc en tout cas, l'appel est lancé pour que tout le monde vienne, n'est-ce pas? Justement, je voulais venir à l'appel. Est-ce qu'il y a une série de... Enfin, comment on peut candidater, entre griffes, on peut participer quand on a envie d'être hôte ou d'être hôtesse? Je peux me présenter, je peux participer? Est-ce qu'il y a un appel à candidature qui est lancé? Bien sûr. Déjà, à partir du 1er février, nous allons lancer l'appel à candidature. Sur vos plateformes? Sur les plateformes, à travers un numéro qu'on pourra laisser. Oui, les plateformes, c'est quoi la plateforme? Il y a notre page Facebook, qui est Delors Event. On passe le visuel dessus. Delors Event, c'est 2 en chiffres. Event, E-V-E-N-T. Et puis... non, ça fait Delors Event, ça fait 2 en chiffres, L', O-R, Event, comme ça s'entend, E-V-E-N-T. En tout cas, donc c'est ainsi sur les plateformes. Patrick, nous sommes à la fin. Malheureusement, le temps est complètement parti. On ne pourra pas tout dire, mais je crois que les téléspectateurs et téléspectatrices sont informés qu'ils et elles peuvent participer pour devenir hôtes et hôtesse, et devenu même roi de la soirée ou reine de la soirée. Merci à Stan Delors, et je le rappelle, il est dans notre métier, ça fait longtemps. Lui, il a préféré être plus dans l'animation et dans la promotion. Donc, animateur, promoteur, Stan Delors. Merci à Tatiana, je disais merci à Dossué, merci à Sessou, et Jossou vous dit merci aussi. Et avant de partir... Bien sûr, on ne fausse plus compagnie aux téléspectateurs sans un petit récap, n'est-ce pas? Un petit récap. Nous avons suivi le premier spectacle, le premier concert de Vodou-Days. Et ce premier concert nous a permis de faire un tour vers les génies. Oui, les génies qui ont chanté. On va suivre Frédéric Ewi, alias Mewe, qui a fait chanter les génies. Et ça nous permet de dire au revoir aux téléspectateurs. Les génies vous parlent.
belle prestation donc de Mais merci Patrick Jossou. Nous étions à Ouida sans forcément y être. Mesdames, Messieurs, on va marquer une courte pause et on poursuit avec Bonjour le Bénin juste après. En 2025, vous avez été nombreux à croire en nous. Chers clients, annonceurs, partenaires, grâce à votre confiance, la SRTB a fait entendre vos messages, a rapproché les voix et a marqué les esprits. Merci d'avoir été au cœur de notre succès. À l'horizon, de nouveaux défis, de nouvelles opportunités, une ambition encore plus grande pour mieux vous servir. Bonne année 2026. SRTB, ensemble avec vous. Place à présent à Instant Santé. Je l'annonçais, le paludisme est l'une des maladies qui préoccupe le plus dans cet élément. Christelle Tongodo nous en parle davantage. Souvent considéré comme bénigne, le paludisme peut pourtant évoluer vers des formes graves lorsque les signes d'alerte sont ignorés ou méconnus. Mais concrètement, que fait-on au quotidien face à la fièvre? Nous n'allons pas tarder à le découvrir. Face à la fièvre, généralement, quelle est votre attitude? Généralement, quand j'ai la fièvre ou soit mes enfants ont la fièvre, la première des choses que je fais d'abord le constat. Je regarde si les enfants ont la température. Après la température, je me dirige directement vers une pharmacie pour pouvoir payer des médicaments pour traiter le palu. Comment vous savez que c'est le palu? Et c'est concernant le taux de la fièvre. Quand le taux est tellement élevé, je me dis que ça c'est la fièvre. Parce que les enfants ne commencent pas à vomir et ils ont toujours un peu de la migraine. Donc c'est ce qui me pousse à aller vers un pharmacien pour pouvoir chercher les médicaments. Face à la fièvre, d'abord je vais à la pharmacie et les gens de la pharmacie me prescrivent ce qu'il faut. Si c'est Actefon, si c'est, comment on appelle, Dolamine, j'ai l'habitude de prendre Dolamine 1000 mg et Actefon. Et si ça ne marche pas, je me rends à l'hôpital. C'est la fièvre, 1. Après la fièvre, ça dit je ne me sens pas bien. Là, je me suis dit en moi-même que ça, là, maintenant, c'est le palu qui me dérange. Fite lo mi veut egbe. D'accord, là même temps si fite mais si je me file quoi. Pas dit que mi non do mudo glea. Mi non do mudo me. E lo che amudo no amo me no chibo mi non do liji ya mi non do amudo de so. Non do. Ba mon frido liota. Soit non ndiamlo me no piqué. Ai kana bi me momi no amudo me 22h. Tu 22h na ho mi tu no que za super ina no misi mi lo ho. Donc comme mina no ta mosquito bonano nya za super pere we tu bonano bio ro we tu bonano salon miton mi sia bon 22h mi ha mina bio amudo mi sia mo ina bolo que mina do parler parce que mi me ko no leo mi no ya o be parler ho me ya ya le mi sia Palu senti un exemple moi tout bon t'as fait mina metino ver bon mon le palu et donc kababna ho palu et para pour parler ça m'a simbona no de no ko outro. Bonjour docteur. La forme grave du paludisme débute souvent par des symptômes peu ordinaires. Alors dites-moi, pourquoi est-elle si difficile à reconnaître dès le départ? La forme grave du paludisme ne débute pas par des symptômes ordinaires. On a des signes précis de gravité du paludisme qu'on peut regrouper en signes cliniques et paracliniques.
clinique, c'est ce que le patient vous dit et c'est ce que à votre examen direct, vous voyez. Donc, vous allez voir un patient qui a l'ictère, vous allez voir un patient qui vous dit qu'il n'urine pas depuis quelques jours, vous allez voir un patient qui a une détresse respiratoire, qui a des difficultés à respirer par exemple. Et paraclinique, c'est ce que vous voyez après les analyses. Paracliniquement, à l'examen après les analyses, vous avez l'anémie qui va se confirmer déjà par la clinique parce que vous avez les muqueuses qui seront pâles, mais l'anémie va se confirmer par un taux d'hémoglobine bas et vous aurez aussi une insuffisance rénale, une thrombopénie et voilà quelques-uns des signes. Donc. À partir de quand la fièvre, les vomissements ou l'épuisement doivent-ils alerter? On a un signe de gravité principal qu'on appelle la prostration. C'est un état de fatigue extrême. Quand la fatigue est extrême et que les vomissements sont incessants, là, il faut s'inquiéter. En quoi la prise en charge à domicile contribue-t-elle aux complications? On a un signe paraclinique qu'on appelle une densité parasitaire supérieure à 100 000 parasites par microlitre de sang. D'accord? Quand vous prenez les médicaments, vous n'avez pas fait d'analyse. Vous ne savez pas quelle est la densité, quel est le taux de paludisme que vous avez dans le corps. Donc, à un moment donné, prendre les médicaments ne suffit plus, il faut passer par la voie injectable. Si tu ne viens pas à l'hôpital, tu ne peux pas déterminer la densité parasitaire que tu as dans le sang. Donc, à un moment donné, tu prends les médicaments, mais ça ne guérit pas ta maladie. Et ça peut peut-être mener vers des complications. Donc, c'est là où il ne faut pas faire l'automédication. Moi, je propose que dès les premiers symptômes, qu'on vienne à l'hôpital et qu'on se soigne. Est-ce que la maladie peut-elle atteindre le cerveau, les reins ou même le sang? Bien évidemment. Parce qu'en l'absence de traitement, ça mène vers des complications neurologiques pour le cerveau, comme des convulsions, un coma profond, le rein, l'insuffisance rénale et ainsi de suite. On a remarqué que les enfants, les femmes enceintes et même les personnes âgées sont plus exposées à la maladie. Dites-nous pourquoi, docteur. Bon, parce que vous voulez tomber enceinte. Parce que les femmes enceintes sont considérées comme des personnes à système immunitaire faible. Une grossesse affaiblit le système immunitaire de la femme. Et les terrains d'immunodépression comme le VIH, ce sont des gens qui ont des organismes fragiles, donc sont plus susceptibles de contracter la maladie. Un traitement tardif peut-il transformer une affection curable en urgence vitale? Oui, parce qu'en l'absence de traitement, directement, ça mène vers les complications. Il n'y a même pas à faire des discussions là-dessus. À quel moment consulter immédiatement devient une question de suivi, docteur? Il n'y a pas de... Il faut attendre. Dès les premiers symptômes, j'ai la fièvre, j'ai des courbatures, j'ai une fatigue que je n'ai pas l'habitude d'avoir, je viens vers le médecin et je consulte. Quel est par contre le test qui permet de détecter rapidement le paludisme dans le sang? C'est le test de diagnostic rapide du paludisme appelé TDR. Et ça, pour diagnostiquer rapidement le paludisme, il faut venir à l'hôpital déjà. Et ça prend combien de temps en moyenne? 15 à 20 minutes, je ne sais pas. Ça, il faut demander au laborantin. D'accord. Donc, c'est le moyen le plus sûr? Non, le plus rapide. Le plus rapide. Oui. Mais après, on a la goutte épaisse densité parasitaire qui nous permet justement de déterminer le nombre de parasites dans le sang. Docteur, on connaît les mesures de prévention, mais pouvez-vous nous les rappeler une nouvelle fois? La prévention, c'est ce que... On entend tous les jours le ministère de la Santé, les services de sensibilisation, dormir sous moustiquaire imprégné, assainir les lieux considérés comme nids de moustiques comme les cours d'eau, les tas d'ordures, porter des vêtements qui couvrent tout le corps à partir d'une heure donnée et protéger surtout les enfants. Et aussi, j'ai des patients qui viennent en consultation qui me disent que la moustiquaire, ça les étouffe, la moustiquaire, ça les fatigue. Ce n'est pas pour eux, principalement, c'est pour leur santé d'abord. Mieux vaut dormir sous moustiquaire et vivre longtemps que de ne pas dormir sous moustiquaire et voilà, écourter sa vie.
Et surtout, imprégner la moustiquaire chaque 6 mois. Ça, on oublie. Parce qu'on imprègne aujourd'hui et 2 ans après, c'est toujours imprégné. 5 ans après, il y a certains patients qui me disent « Mais la première fois, moi, j'ai mis... » Donc non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je vous laisse résumer cet entretien. Moi, je conseillerais à la population de consulter un médecin dès les premiers symptômes pour éviter justement des complications et traîner avec des séquelles plus tard. C'est pas parce que vous ne pouvez pas dormir sous moustiquaire que par exemple, il ne faut pas protéger les enfants. Se protéger au maximum et consulter dès les premiers symptômes. En saison sèche, nous recensons moins de cas de paludisme. C'est plus en saison pluvieuse que nous avons beaucoup plus de cas de paludisme enregistrés à notre clinique. En saison pluvieuse, les patients varient entre 30 et 40 patients. C'est plus les enfants de la néonatrie et de la pédiatrie que nous enregistrons. Et nous enregistrons aussi les femmes enceintes. Face au paludisme, reconnaître la gravité et consulter sans délai peut faire la différence entre un paludisme simple et ce qu'il convient d'appeler une urgence médicale. Et voilà donc, Christelle Tongodo, merci pour ce bel élément. Nous avons eu assez d'informations sur quand s'inquiéter lorsqu'il s'agit du paludisme. On passe à présent à une autre rubrique également annoncée en titre. Il s'agit de éducation aux médias. Usurpation de compte, faux profil, piratage en arc, le vol d'identité numérique touche de plus en plus d'utilisateurs, particuliers comme entrepreneurs. Et chaque jour, des informations personnelles sont exposées sans que l'on s'en rende compte et met en danger des vies privées, des finances et même des activités professionnelles. On en parle avec notre expert qui est avec nous depuis le début de cette semaine, Géry Dabolino. Bonjour et bienvenue à nouveau. Bonjour Jennifer. Alors, vous êtes entrepreneur spécialiste du live commerce et de la vente digitale. Déjà, en tant qu'entrepreneur, à quel moment intervient le vol d'identité? Quand est-ce qu'on peut parler de vol d'identité sur les réseaux sociaux? Alors, on parle de vol d'identité sur les réseaux sociaux à partir du moment où un individu vole vos informations personnelles, que ce soit vos photos partagées sur Internet, que ce soit votre identité, votre nom et autres, et les utilise pour créer un compte miroir afin de se faire passer pour vous auprès de vos connaissances. À partir de ce moment, on parle de vol d'identité. Hier, la thématique abordée, vous nous disiez que les personnes publiques sont exposées. Est-ce que c'est le cas ici également? Quelles sont les personnes qui sont les plus exposées? Oui, les personnages publics sont souvent très exposés. Parce que vous allez le remarquer très souvent sur Internet, vous retrouvez le profil d'une personnalité publique en plusieurs. Donc, il y a ces personnes-là, mais ça peut arriver à tout le monde. Ça peut vraiment arriver à monsieur, madame, tout le monde, dans la mesure où chaque jour, vous connectez avec des gens. Donc, ces personnes, c'est votre réseau. Donc, d'autres personnes peuvent se faire passer pour vous dans le but de tout simplement faire des actes d'escroquerie ou ou de diffamation tout court. Dans ce cas, on devient suspicieux, on se dit, est-ce que ce n'est pas un proche à moi? Est-ce que c'est souvent cela ou est-ce que tout le monde peut le faire? Oui, ça peut être un proche à vous ou ça peut être n'importe qui juge que vous avez un potentiel qu'on peut exploiter pour, par exemple, faire des arnaques et tout ça. Donc oui. Et justement, vous le disiez, ça intervient partout. Et ça intervient également dans un peu votre secteur, tout ce qui est vente en ligne, etc. Oui. Une page qu'on connaît, une autre qui se crée et qui propose des sujets, les mêmes articles peut-être, ou des services avec semblables. Des numéros différents. À quel moment on arrive à détecter le vrai du faux dans ce cas-là, en parlant d'offres, bien sûr? Alors, à quel moment on peut détecter le vrai du faux? Ce n'est pas toujours évident. D'accord. Toujours est-il que c'est plutôt les concernés qui doivent être très alertes. C'est-à-dire, si éventuellement votre page ou votre site est usurpé, il faudrait que vous soyez en train de faire la veille, de sorte à ce que dès que vous constatez cela, que vous puissiez signaler, en tout cas mettre en place le process nécessaire pour empêcher que cela puisse perdurer. Alors, rapidement, généralement, lorsque votre compte est piraté, ce sont vos proches qui peuvent vous alerter. Par exemple, un ami avec lequel vous avez l'habitude de discuter, qui subitement vous envoie une demande d'amis. Ça paraît bizarre. Ou encore un autre qui vous contacte, par exemple sur WhatsApp, pour vous dire, mais c'est quoi, tu as créé un nouveau compte?
Ça, c'est des éléments d'alerte pour vous permettre de savoir que il y a quelque chose qui se passe. Et là, vous pouvez aller vérifier et par la suite faire la procédure qu'il faut. Alors, mais justement, parlant des canaux, j'ai l'impression que c'est plus facile avec certains réseaux que d'autres. Est-ce que, puisque vous l'évoquez sur WhatsApp, par exemple, on peut également faire face à ce genre de dérive-là? Alors, sur WhatsApp, ce n'est pas toujours évident. D'accord. Parce que WhatsApp, ça fonctionne avec un numéro de téléphone. Ce n'est pas toujours évident. Par contre, sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, TikTok, etc., Instagram et autres, là, la chose est beaucoup plus aisée pour ces derniers. Donc, ils vont juste prendre vos informations, collecter quelques photos que vous avez. C'est ce qu'on appelle de l'intelligence des réseaux sociaux. En fait, ils vont suivre un peu ce que vous faites, prendre des informations clés, par exemple votre date de naissance, ces petites informations qui vont leur permettre d'avoir une certaine crédibilité auprès des personnes qui contactent, qui vont utiliser en fait. Oui. Parce que vous commencez à parler des dates de naissance, je me demande quelles sont les informations qui sont le plus utilisées, c'est-à-dire qu'on doit désormais cacher sa date de naissance, par exemple. Si vous êtes une personnalité publique, vous ne pourrez pas vraiment cacher votre date de naissance parce que voilà, c'est des informations qui sont répertoriées sur Internet et surtout que Internet a une mémoire qu'on n'efface pas. Ce n'est pas évident de cacher ces choses-là. Par contre, dans la mesure du possible, si vous avez la possibilité de cacher un certain nombre d'informations, faites-le ou de tout simplement rendre votre profil privé, faites-le. Et comme ça, vous savez que les personnes avec qui vous avez des interactions, c'est des personnes que vous connaissez personnellement. Vous voyez un peu? Et justement, j'aimerais en profiter. Il y a souvent un procès qui est fait parce que certaines personnes bloquent leur compte, par exemple Facebook. Et est-ce une manière de se protéger de la chose? Clairement, c'est une manière de se protéger. C'est vrai que parfois, ce n'est pas toujours agréable ou aisé pour les personnes avec qui vous êtes en contact. Exactement. C'est vrai également que lorsqu'on vient sur les réseaux sociaux, c'est pour justement établir des contacts, etc. Donc, du moment où vous n'êtes pas vous-même, vous n'êtes pas visible, on ne voit pas qui vous êtes, etc., ça peut également être un frein. Mais c'est parce que justement le phénomène d'usurpation d'identité existe et fait des ravages que beaucoup se méfient. Voilà. Donc, et justement, avant de venir à comment s'en sortir, quelle erreur déjà on fait au quotidien peut-être qui nous expose à ces choses-là? Alors, ça va me permettre de vous présenter les façons que les arnaqueurs et autres utilisent. Alors, généralement, l'une des méthodes qu'ils vont utiliser, c'est le phishing. Le phishing? Oui, c'est-à-dire qu'en anglais, en français, c'est hameçonner. En fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser des logiciels qui vont générer un lien qu'ils vont vous envoyer, par exemple, sur WhatsApp. Et ça, c'est souvent les personnes d'un certain âge qui sont les plus victimes de cela. Parce que dès qu'elles vont recevoir le lien, on va leur dire, par exemple, le cas qui est le plus fréquent, écoutez, vos photos se retrouvent sur tel site, cliquez dessus pour aller voir. Et ça, c'est à éviter. D'accord. Définitivement. Première alerte. Oui. Alors, au-delà de ça, d'autres vont tout simplement se faire passer pour un proche à vous, créer justement un profil qui ressemble à celui que vous connaissez, va vous contacter. Parce que c'est plus facile à vous, par exemple, d'envoyer de l'argent à quelqu'un que vous pensez que c'est, plutôt que d'une personne totalement inconnue. Donc, il y a ces cas-là. Maintenant, pour en revenir à votre question, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éviter définitivement de cliquer sur n'importe quoi. Quel lien? Peu importe le lien, il faut éviter. Même quand vous pensez que c'est des personnes qui sont proches de vous, évitez au maximum de cliquer sur des liens. À défaut, appelez les personnes en question, demandez-leur de quoi il s'agit. D'accord? Ça, c'est très important. Maintenant, au-delà de tout ceci, il faut vous-même apprendre à comprendre un peu ce qui se passe sur Internet, le fonctionnement d'Internet. Aujourd'hui, une autre chose est très répandue, surtout sur Telegram, c'est les faux contacts. Absolument. Alors, vous vous rendez compte que dans votre répertoire, vous avez des contacts, sauf que au final, ces personnes-là ne sont plus sur Telegram. Et pourtant, vous retrouvez ces contacts qui vous écrivent, etc. Donc, vraiment, il faut faire attention à ces petites choses-là.
tout lien n'est pas cliquable. Il faut éviter. Merci beaucoup, parce que là, on se rend compte que ça demande beaucoup de vigilance et quand même un peu d'intelligence. Et c'est justement pour ça, mesdames, messieurs, que nous vous informons, que nous vous alertons pour éviter de tomber dans ces dérives, pour ne pas se faire avoir. Et nous avons parlé justement avec vous des réflexes et comment identifier. En dehors d'un profil qui vous demande, comment identifier, se dire, bah, tiens, ici, ce profil, il est un peu louche. Alors, si vous avez des habitudes avec un profil, vous avez des habitudes avec une personne, lorsque vous voyez que quelque chose est louche, vous le savez. Après, généralement, si vous avez déjà des échanges avec une personne, vous pourrez aller encore vérifier si c'est toujours le même profil ou le même contact qui est dans votre messagerie. Si ce n'est pas le cas, c'est déjà un signe. Maintenant, comme on le disait précédemment, lorsque quelqu'un vous contacte et vous dit, par exemple, ou du moins vous recevez une nouvelle demande, ça c'est clairement quelque chose qui doit vous intriguer. Donc, ou encore, moi par exemple, ça m'est déjà arrivé qu'on usurpe mon identité à certaines fins. Sauf que rapidement, des contacts ont commencé à m'écrire pour savoir est-ce que c'était moi qui avais créé un nouveau compte, etc. Donc j'ai rapidement pris les choses en main. Et ça me permet justement de rebondir sur qu'est-ce qu'il faut faire justement en cas lorsque le mal est déjà fait. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans un premier temps, lorsque vous recevez l'alerte, il faut le signaler sur votre compte principal. Votre compte principal, vous devriez préciser, informer les gens que tel profil... Je précise que c'est dans les paramètres, vous nous l'avez dit hier, ou comment ça se fait? Oui, ça c'est dans les paramètres, mais là c'est une publication que vous faites. D'accord. Déjà pour vous annoncez, par exemple si c'est sur Facebook, vous faites un post dans lequel vous annoncez qu'un tel ou tel autre profil, une fausse identité, se fait passer pour vous à des fins de... Et ensuite, vous demandez à vos proches, vos amis et autres, au moins une dizaine, de signaler le compte. En fait, l'algorithme des réseaux sociaux est très réactif à ces choses-là. Dès que vous remarquez, ou du moins dès que l'algorithme remarque qu'un compte est signalé à plusieurs reprises et de façon simultanée, généralement, ils prennent certaines dispositions. Mais au-delà de tout ça, il faut également aller porter plainte. Porter plainte au niveau de l'OCRC, qui est justement l'organisme qui est à même de pouvoir résoudre ces cas-là, d'appréhender les individus en question. Parce que, en réalité, peu importe où vous vous cachez, même si vous utilisez un VPN et que vous usurpez l'identité de quelqu'un, vous êtes en mesure d'être retrouvé, d'être traqué et appréhendé. Merci beaucoup. Et donc, premier réflexe lorsque on se retrouve dans une situation de vol d'identité, c'est de publier, informer les proches et puis leur demander de signaler. Dans le cas, par exemple, où on a déjà cliqué sur un lien, par exemple, je sais que vous avez des comptes et qu'on perd ce compte-là, est-ce que c'est mort? Il faut en créer un autre ou est-ce qu'il y a peut-être possibilité de récupérer? Alors, il y a deux possibilités. C'est possible que vous perdiez ce compte si vous n'êtes pas suffisamment réactif. Ou du moins si la personne qui vous a tendu le piège est plutôt assez performant. Dans l'autre cas, à partir du moment où vous commencez à signaler cela, dans le process, vous avez la possibilité de récupérer votre compte et à partir de ce moment, tous les appareils sur lesquels votre compte a été ouvert seront tout simplement, enfin, ce sera déconnecté de ces appareils-là. Vous pouvez nous filer l'astuce ou est-ce qu'il faut voir forcément un spécialiste d'abord? Non, ce n'est pas une question de spécialiste, c'est dans les paramètres. Je ne saurais vous le dire à partir d'ici. Puisque nous n'avons pas malheureusement la démo, on va y penser pour les prochaines fois. Donc, en dehors de ça, est-ce qu'il y a, on a parlé des comptes, on a parlé des comptes qui sont exposés. Est-ce que ça peut, quel dommage ça peut créer? Peut-être, je le disais, au début, on est un peu resté dans justement ce couloir-là, puisque vous êtes entrepreneur. Pour les entrepreneurs, ceux qui ont des business en ligne, etc., quel dommage ça peut leur créer? Oui, alors, le dommage numéro 1 qu'on voit tout de suite, c'est la décrédibilisation de votre activité. Quelqu'un qui se fait passer pour vous, en fait, votre identité sur Internet, c'est en fait votre gage de confiance. Et quelqu'un qui vous vole votre identité, vole votre capital confiance. Absolument. Donc, à partir du moment où les gens ne savent plus si c'est vraiment vous ou pas, clairement, ils auront des réticences à collaborer avec vous.
Donc ça, c'est très important. Et au-delà de ça, ça peut avoir des préjudices sur votre vie familiale, votre vie sociale, etc. Donc, clairement, ce n'est pas quelque chose avec quoi il faut jouer. Il faut vraiment être très prudent, il faut être alerte et il faut faire au maximum, éviter au maximum de se faire avoir par ce genre de Merci piège. beaucoup. Et comme vous le dites, lorsqu'on se retrouve dans ce genre de cas, signalé. Merci beaucoup, Géry Dabolino. Chaque matin, vous venez nous identifier sur des questions très, très intéressantes. Alors, lorsque vous êtes, je résume, confronté à ce problème de vol d'identité, ne pensez pas que tout est fini. Soyez tout de suite réactifs, alertés, sensibilisés, publiés et n'oubliez pas de porter plainte, hein, vous l'avez dit. Parce qu'il faut que justice soit faite, n'est-ce pas? Exactement. Merci beaucoup à vous, Géry Dabolino. On se retrouve demain, toujours avec le même plaisir. Et on va marquer une courte pause avec, bien sûr, la complicité de la réalisation. Le temps d'installer notre prochaine rubrique, bien sûr, avec Ghislaine Adimi. Géry, vous allez prendre congé justement et on lance la rubrique à présent, portrait. Ghislaine Adimi, bonjour. Moi, je vais vous accueillir comme il se doit. Non, vous vous installez. Ah non, allez-y. Vous allez, voilà. Donc, vous allez faire mon portrait aujourd'hui. Absolument. Alors, on y va. Hein. Ghislaine Adimi, 1m80 combien? Non, pardon. pardon, c'est juste 1m112. 110? Oui, 112. C'est très modeste. Journaliste, belle dame. Merci. Qui défend les droits des femmes. Et voilà, j'ai combien sur 20? Non, c'est fini. Pour le moment. Il faut dire bientôt chef d'entreprise. Bientôt chef d'entreprise, n'est-ce pas? Bonjour Jennifer. Bonjour Ghislaine. Bonjour le Bénin. Le Bénin en mouvement. Nous avons eu envie de faire le portrait ou bien de passer aujourd'hui à travers ces communautés qui vivent au Bénin. Ces communautés qui, d'une certaine façon, contribuent aussi au développement du pays et qui permettent de voir le Bénin à l'extérieur. Aujourd'hui, on a voulu parler de la communauté camerounaise avec sa présidente. Mais malheureusement, les aléas de la route ont fait que Madame Victoire Sikedi Davison n'a pas pu être avec nous. Elle est encore en circulation, bloquée dans la circulation, mais c'est toujours ça, le Bénin qui avance. Malheureusement, c'est ça. Malheureusement, c'est une émission qui doit quand même prendre fin. On a essayé, on a attendu, on a traîné, elle n'est pas là. On va peut-être revenir sur elle la prochaine fois. Absolument. Alors, que faut-il savoir déjà de cette communauté, hein, Madame? Qu'est-ce qu'il faut savoir sur Madame Davison, par exemple? Ce qu'il faut savoir sur Madame Davison, c'est que Victoire Sikedi, épouse Davison, est camerounaise. Son époux, Davison, est nigérien. Mais eux tous vivent au Bénin et ils se sont investis totalement au Bénin. Madame Davison est chef d'entreprise, elle a des entreprises dans l'agro-business, je vais dire, l'agro-business, et puis elle fait aussi dans la cosmétique. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle s'investit dans le social. Et aujourd'hui, elle a créé une fondation, la fondation Victoire Davison, qui aide les femmes rurales à s'autonomiser. Et c'est beaucoup plus de ça que nous avons voulu parler ce matin avec elle, qu'elle nous dise un peu, elle nous parle un peu plus de cette fondation, mais aussi et surtout qu'elle nous raconte un peu comment la communauté camerounaise vit au Bénin. Et elle a un parcours vraiment spécial. Une femme, elle allait à l'aventure, et l'aventure l'a fait traverser par le Bénin. Et Dame Chance lui a fait croiser le chemin de Monsieur Davison. Elle a commencé à faire les petites affaires. Finalement, elle a abandonné son idée d'aventure, d'aller en Europe pour elle s'est investie au Bénin, elle a aimé le Bénin, elle aime le Bénin, c'est ça qu'on a voulu qu'elle vienne nous raconter ici ce matin. On aura sûrement la chance de la revoir. De la rencontrer. Au-delà, moi ce qui est crucial, c'est justement cet intérêt qu'ont certaines personnes pour l'autonomisation de la femme et qui investissent, n'est-ce pas? C'est un domaine qu'il faut exploiter, n'est-ce pas? Exactement, c'est un domaine qu'il faut exploiter. Et ces dames sont, comme je l'ai dit quand je l'ai rencontrée elle-même, je lui ai dit non, elles font partie de celles qu'on peut nommément appeler des influenceuses. Des influenceuses qu'on a bien envie de mettre sur les feux de la rampe. Parce que si elle raconte son parcours, tu te rendras compte que vraiment celles-là, c'est des femmes qu'on doit mettre en lumière pour impacter la jeune génération. C'est des gens qui se battent, qui savent que la femme doit faire forcément quelque chose pour s'autonomiser. C'est ça qui lui donne un nom.
Contrairement à d'autres qui préfèrent aller se promener sur les réseaux sociaux, venir bavarder et tout ça et parler de crier femme battante, mais il y a de ces femmes qui se battent réellement, qui luttent réellement comme il le faut pour impacter leur communauté. Et Victoire Davison fait partie de celle-là. Justement. Victoire Davison, qu'on aura certainement le plaisir de recevoir, n'est-ce pas? Mais moi, je suis curieuse de connaître également votre regard sur les femmes qui arrivent, pas seulement arrivent à mettre d'autres en valeur, qui sont dans les zones rurales, qui investissent. Est-ce que si on mise sur elles, comme vous le disiez, elles pourront, un temps soit peu, je dirais, transformer le Bénin? Absolument, absolument. Ces femmes ont juste besoin qu'on croie en elles. Elles ont juste besoin qu'on leur fasse aussi confiance. Et parfois, il y a certaines qui font des choses magnifiques, mais qui ne s'en rendent pas compte. Oui. Il suffit juste qu'on communique un peu autour, qu'on aille vers ces femmes pour faire découvrir que ce qu'elles font, c'est magnifique. Et ça les remet en confiance. Absolument. Il y a beaucoup dans nos milieux ruraux, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui font énormément, qui travaillent beaucoup. Il y a de ces femmes cultivatrices. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui cultivent plus de terre que des hommes au Bénin? Je ne savais pas, mais je ne suis pas du tout surprise parce que je sais que les femmes ont un certain potentiel quand même. Il y a beaucoup de femmes qui cultivent plus que des hommes les terres aujourd'hui au Bénin. Et on ne les voit pas. Il y a des femmes commerçantes qui, vous les voyez en train de prendre des gros risques sur les grandes routes, mais dont on ne parle pas. Il y a des femmes qui brassent des millions aujourd'hui au Bénin, mais dont on ne parle pas parce qu'on ne sait pas. On ne les voit pas forcément, mais elles abattent un gros travail. Exactement. Et côté éducation, quand on va parler, on va aller vers les enseignants, les instituteurs. Mais n'oubliez pas ces bonnes femmes qui aident d'ailleurs la petite enfance à grandir tout doucement, à apprendre et tout doucement. Ces femmes, c'est des femmes qui impactent. Absolument. Parce que ce qu'elles font dans la vie de nos enfants, c'est magnifique. Énorme. Et quand on rentre chez nous, dans les médias, on fait aussi énormément. Beaucoup. Tout à l'heure, on discutait en coulisses, et Génial et moi, avec les maquilleuses, mais les maquilleuses qui se remarquent et qui soulignent par exemple tous les efforts que nous fournissons chaque matin, surtout pour la quotidienne, la matinale. Et elles trouvent que c'est vraiment le réveil. Et elles se disent que ce n'est pas forcément évident que les gens qui nous suivent depuis la maison se rendent compte de tout ce que nous investissons. Donc on a besoin qu'on mette de la lumière sur toutes ces personnes qui s'investissent autant en fait. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs dans notre rubrique Portrait réussite. Nous allons au contact de ces personnes-là, nous allons mettre en lumière ces talents, hommes ou femmes, qui font beaucoup pour la nation, n'est-ce pas, Ghislaine? Absolument. Et vous y mettez le cœur. Et on va pas se décourager. N'est-ce pas? On ira jusqu'au fin fond du Bénin pour faire sortir toutes ces personnes. Il n'y a pas que les femmes, que les hommes ne se retournent pas le cœur. Nous mettons en lumière des hommes. Nous avons reçu notre livreur, si vous me rappelez son nom. Oui, Enoch. Voilà, et d'autres. Accordéon, voilà. Voilà. Donc, et beaucoup d'autres. On a reçu notre jeune astronaute ici. Absolument. On a d'ailleurs commencé par un homme. Donc, ce n'est pas que les grandes personnes. Il y a ne aussi vous les sentez jeunes. pas lésés. On est au cœur de toute la société. En tout cas, on est là pour montrer tout ce qui fait bouger le Bénin, pour montrer que le Bénin ne dort vraiment pas. Absolument. Et si nous tournons aujourd'hui aussi le regard vers les communautés qui résident au Bénin, c'est pour montrer quel impact le Bénin a désormais. Mais depuis un bon moment quand même, on le dit, Bénin, terre d'accueil. Absolument. On a une très belle terre d'accueil. Bien sûr, nous sommes une très belle terre. Il y a des opportunités pour tout le monde, donc n'hésitez pas à venir nous visiter, n'est-ce pas? En tout cas, nous allons retourner prendre le portrait de Mme Sikedi. S'il le faut, on ira jusque dans son entreprise pour l'enregistrer, ramener Mme Victoire ici. Au-delà de Mme Victoire, on ira vers d'autres communautés qui vivent aussi au Bénin. Il n'y a pas que le Cameroun, c'est clair, mais nous avons voulu commencer par là parce que c'est la première porte qui s'est ouverte à nous. Place à présent à la revue de presse, le temps que Marcel Arossi nous rejoigne dans ce studio. On va certainement marquer une courte pause du côté de la régie. Apparemment, la régie ne veut pas te lâcher. En tout cas, Marcel, le temps qu'il s'apprête et qu'on le reçoive, sur ce plateau, nous allons poursuivre peut-être avec les actions qui sont menées. Il y a eu justement cette transformation dont vous parlez, que ces femmes-là mènent, qui constitue quand même un secteur important dans lequel plusieurs misent lorsqu'on se retrouve face à des problèmes, lorsqu'on n'arrive pas à avoir forcément de quoi sur lequel travailler. Certaines choisissent d'investir dans ce secteur-là. Oui, dans le secteur d'agrobusiness, dans le secteur de la cosmétique. On va parler beaucoup plus de ces secteurs-là parce que beaucoup se méprennent
sur l'investissement que les femmes mettent. Mais aujourd'hui, il faut souligner que les femmes se mettent beaucoup plus en communauté pour travailler, en coopérative, je vais dire. Et c'est aussi un aspect sur lequel on doit commencer à mettre beaucoup plus de l'accent parce qu'on dit que les femmes n'aiment pas travailler ensemble. Absolument. Alors qu'en coopérative, elles sont ensemble. Bien sûr. Et comment faire pour que leurs entreprises se développent? Elles sont obligées de se mettre davantage ensemble. Donc, il faut qu'on puisse mettre l'accent sur ce qu'il faut. On trouve des gens qui vont les accompagner, des coachs peut-être, pour leur montrer comment il faut faire pour que leur coopérative évolue. Donc Jennifer, je vous promets qu'on reviendra de façon plus pointue sur ces sujets. Je n'en doute pas, merci beaucoup. Et Marcel Arrossi est déjà dans ce studio. Il est allé collecter toutes les informations qu'il faut pour nous faire parvenir ce que les journaux disent ce matin. C'est parti pour la revue de presse. Marcel Arrossi, déjà à cette table sur ce plateau. Bonjour Marcel, que dit Bonjour Jennifer, bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais le débat avec 3 journaux et une même question en filigrane. Que nous dit le silence des urnes et que devient la voix de la presse? Avec le matinal, le ton se fait critique et sociologique. Le journal lit la faible participation comme un symptôme démocratique, un baromètre en berne, et il désigne plusieurs causes sans détour. D'abord, les primo-votants, une jeunesse souvent désengagée, peu convaincue que le bulletin de vote puisse changer son quotidien. Pour beaucoup, la politique est perçue comme lointaine, abstraite, déconnectée. Ensuite, les réformes politiques, si elles ont apporté stabilité et organisation, elles ont aussi laissé un malaise, un sentiment d'exclusion, une impression de choix réduit. Résultat, renonciation silencieuse, abstention assumée. Le matinal interpelle aussi les acteurs politiques eux-mêmes. Des discours alarmistes, des mobilisateurs, des déclarations suggérant que tout serait joué d'avance, autant de paroles qui éteignent la flamme civique. Et puis, le journal ose dire l'indicible, la fin progressive de l'achat de conscience. Autrefois condamnable mais mobilisatrice, aujourd'hui interdite tout simplement et laissant certains électeurs sans motivation matérielle pour aller voter. Pour le matinal, l'abstention n'est pas une cause unique, c'est un enchevêtrement de facteurs politiques, sociaux et psychologiques. Et la solution passe par un discours politique responsable, capable de redonner sens et valeur au vote, selon le matinal. Fraternité va poser les chiffres sur la table, convoque l'histoire électorale et donne la parole au gouvernement cette fois-ci. Législative du 11 janvier 2026, 36% à peine, un chiffre qui interroge, mais que le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbedi, relativise, contextualise et surtout va expliquer. Fraternité rappelle que jadis, le vote reposait sur une inscription volontaire. On s'inscrivait parce qu'on voulait voter. Aujourd'hui, on est inscrit juste parce qu'on n'existe. L'automatisation du fichier électoral élargi à plus de 7 millions de citoyens change donc la base de calcul, dilue mécaniquement le taux, insiste le gouvernement. Comparé donc hier et aujourd'hui, ce serait comparer deux démocraties arithmétiques différentes. Mais Fraternité va plus loin. Le journal met en lumière un facteur politique très assumé, l'absence du président Patrice Talon de l'enjeu électoral. Pour certains, sans le chef de l'État dans l'équation, l'intérêt s'est évaporé. Et Fraternité déroule la longue fresque des chiffres de 1991 à 2026, montrant une participation en dents de scie, parfois forte, parfois fragile, et donc jamais anodine. Message sous-jacent, le chiffre seul ne parle pas, il faut écouter le contexte. Avec Matin Libre, on va quitter les urnes pour entrer dans la salle de rédaction. Le journal ouvre donc un débat de fond, trêve politique constitutionnelle. Quel sort pour la presse béninoise? 5 ans de silence, sinon plusieurs années de silence politique décrété. Les partis se taisent, mais la presse, elle, peut-elle se taire? Doit-elle se taire? Matin Libre rappelle un principe cardinal. La presse n'est pas un parti, elle informe, analyse, questionne. La trêve politique ne saurait donc être une trêve de l'information, mais le journal alerte tout de suite, la frontière
est très fragile. Informer sur l'action publique pourrait être perçu comme faire de la politique, mais le journal alerte, la frontière est très fragile et le risque est grand que la trêve devienne un prétexte à la restriction, voire à la censure. Face à cela, Matin Libre met en garde contre l'autocensure. Une presse silencieuse, c'est une démocratie sans miroir, affirme le journal. Sans critique, donc, la gouvernance s'exerce sans reddition de comptes. Le journal interpelle aussi les organes de régulation. Leur rôle doit être de clarifier, non de museler. Sans cadre précis, la régulation peut devenir instrument de contrôle. Mais Matin Libre ouvre aussi une porte. La trêve peut être une opportunité. Opportunité pour plus d'investigation économique et sociale, opportunité pour plus de voix citoyennes, plus de pédagogie civique. Conclusion, la trêve politique ne doit pas être un bâillon, car sans presse libre, même la paix institutionnelle peut n'être qu'un calme trompeur. Et voilà donc, Marcel Arrossi, merci pour ce tour de l'actualité très fourni comme d'habitude. On se retrouve demain, n'est-ce pas? Avec le même plaisir. Avec le même plaisir. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est tout pour Bonjour le Bénin de ce jour. On se retrouve demain, même heure, même canal.